ActuPeople.net reçoit Madame Abibata Granger. Elle est experte en certification. À 38 ans, elle veut révolutionner cet univers. C'est son monde, elle va nous en parler. Bonjour Madame Granger. Bonjour Monsieur Vergès. La certification, c'est vrai que vous avez fait des études dans ce sens, mais est-ce que c'était quelque part, on va dire, quelque chose que vous envisagiez lorsque vous étiez à l'école avant de commencer la formation? Est-ce que ça vous fascinait en fait cet univers? Ce qui me fascinait, c'est le monde industriel, c'est la performance de façon globale et notamment la performance industrielle. Donc de fil en aiguille, le long de mon parcours, je suis arrivée on va dire au sommet du sommet qui est parachever cette performance qu'on a dans une organisation par une certification en interne donc nationale ou en externe les certifications internationales. Donc quand on dit certification internationale, eh bien le leader sur le domaine, c'est l'ISO. D'accord. L'ISO est une organisation internationale qui a son siège à Genève, ici en Suisse, dont je suis membre du conseil d'administration depuis fin novembre 2020. Donc j'ai eu cette chance en tant que personne de couleur, en tant que dame, je ne le dis pas de façon péjorative, mais de façon... non, mais vous avez un parcours qui milite en votre faveur, justement. Pour en parler, justement, votre parcours, c'est quoi? Alors mon parcours, moi j'ai fait maths, physique, informatique. Ensuite je suis sortie à l'Institut international de l'eau et de l'environnement en tant qu'ingénieure hydraulicienne, traitement de l'eau et environnement en 2009. Où j'ai eu, donc j'en profite de vos antennes pour vraiment expliquer où j'ai été. Nous sommes là pour ça, voilà, allez-y. Ok. Et où j'ai été justement, j'ai eu ce diplôme d'ingénieur. Donc je suis ingénieur dans ces domaines-là, précités, avec mention excellent. D'accord. Et c'est là où, de fil en aiguille, j'ai été repérée dans la démarche de l'immigration choisie, entre guillemets. On ne va pas aller dans le détail parce que c'est un débat qui peut être clivant, mais en tout cas, dans mon contexte, j'ai été choisie par un laboratoire de recherche dans les domaines de l'environnement, toujours, émissions de gaz à effet de serre, et puis performance industrielle pour venir faire un doctorat en France, donc à Grenoble, à l'époque, Université Joseph Fourier. Donc j'arrive en France pour faire cela. Ce qu'il faut noter, c'est que mon diplôme d'ingénieur, qui a été préparé dans cette institution internationale que l'Afrique a la chance d'avoir aujourd'hui, qui est au Burkina Faso, eh bien, a été en collaboration avec l'Université Joseph Fourier de Grenoble, qui m'accueillait dans son laboratoire de recherche, dans un parcours de doctorat, avec un grand compte qui est Veolia Environnement, Veolia Eau, en France. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi, toujours avec un parcours, moi j'ai toujours aimé les études, j'ai toujours été curieuse. Jusque-là, à presque 38 ans, dans un mois, eh bien, j'ai toujours soif d'aller plus loin. Donc on a préparé des expérimentations, donc encore avec brio, j'ai pu faire un système de production de masse avec du jus de poubelle qui scientifiquement on appelle du lixivia en fait. Ce jus de poubelle, c'est un trésor environnemental, c'est-à-dire qu'on le cueille
et dans des sortes de Cyclades, on fait en sorte que ça produit plus de méthane, plus de CO2 qui sont revalorisés en chaleur, donc transformation énergétique, et qui à l'époque en fait n'était pas même en France, n'était pas très répandu. Donc je fais partie des pionniers, une pionnière dans le domaine qui a mis en place ces trucs qui fonctionnent bien maintenant dans l'industrie. Donc voilà, ça c'était une étape. Hein. Vous voyez, quand on parle de tout ça, on ne peut pas déroger à la performance. La performance, c'est tout ce qui est, une démarche pour apporter une valeur ajoutée. Avant de décliner justement, voilà. Là on voit le parcours très éloquent. Vous avez toujours été une élève brillante? Oui, donc d'ailleurs pour vous dire, moi je suis née à Bouaké, en Côte d'Ivoire, à Koko précisément, dans le quartier de Koko, et à l'âge de 3 ans, je suis partie au Burkina Faso parce que mon père, il est burkinabé et ma mère, elle est malienne et ivoirienne. Donc je suis ivoirienne, je suis burkinabé et je suis malienne, et aujourd'hui je suis française. Vous êtes une africaine en tout cas. Voilà, je suis une africaine et une citoyenne du monde. Donc, toujours, hein, à l'école, moi j'ai pas fait l'école maternelle parce que mon papa n'avait pas les moyens de me mettre à l'école maternelle. Donc j'ai commencé à Sifié. Donc je suis née à Bouaké, on est allé à Sifié à côté de Séguéla en Côte d'Ivoire. Okay. J'ai commencé l'école primaire, j'ai fait jusqu'au CE2. Où j'ai été toujours première de la classe, pas des moindres parce que j'explosais toutes les notes. Je suis repartie au Burkina Faso où ma grand-mère m'a réclamé, pareil, jusqu'à le certificat d'études primaires à l'époque, le brevet, etc. J'ai toujours été major jusqu'à l'ingénierie et jusqu'en France. Donc voilà, jusqu'en France, doctorat. Ensuite, je gagne l'entrée dans les grandes écoles AgroParisTech, qui est une grosse marque française, qui fait la fierté de la France en Europe. Donc AgroParisTech, où je fais du management pointu dans la modélisation des ressources en eau sur un territoire. J'ai travaillé avec des collectivités, des élus en Pologne, à Montpellier, dans le sud de la France, etc. Donc encore là, j'ai toujours été imbattable. Donc pour revenir dans mon enfance, j'étais une petite, j'étais toujours réservée. C'est-à-dire que je travaillais dans mes papiers, voilà, mais j'étais réservée, voire timide. Et j'étais une poltronne, quoi. J'étais une peureuse. Donc je me faisais taper par jalousie, par mes camarades, qui disaient, on comprend pas, Abibata. Son père doit être un sorcier parce que c'est pas possible d'être première et d'avoir des 19,99 de moyenne à chaque fois et ne jamais flancher. Et voilà, donc nous on se tue au travail. On a l'impression que voilà, elle comprend tout de suite. Elle assimile tout de suite. Non, mon père, il n'est pas sorcier, il est pas, voilà, c'est quelqu'un de normal. Donc pour répondre à votre question, Monsieur Vergias, c'est que oui, j'ai toujours eu cette faculté d'assimilation facile et de retranscription de ce que je comprends et de transformation de ce que j'ai assimilé. Voilà. Bravo. Vous avez eu aussi un très beau parcours professionnel. On va revenir là-dessus. Mais ce qui nous intéresse, c'est la certification. Pour le commun des mortels, lorsqu'on parle de certification, je posais la question de manière vraiment relâchée. C'est quoi la certification? Lorsqu'on parle de certification, c'est quoi? Alors, une certification, c'est une reconnaissance tout simplement de quelque chose que l'on fait. On reconnaît par une tierce organisation que c'est bien fait, c'est maîtrisé, notamment dans le domaine économique, que l'on soit sur des dimensions où on fournit des services à des usagers ou des clients finaux ou des produits
eh bien, comment on rassure la chaîne finale qui est nos clients ou les usagers ou les parties intéressées qui sont autour de nous, soit la réglementation, l'État qui va diriger, et puis nos fournisseurs, nos sous-traitants. Donc tout qui est autour de nous, y compris en interne, les salariés, de dire que toute cette chaîne est sûre, ça apporte de la valeur ajoutée à là où c'est implanté. Bien entendu, à travers des mécanismes scientifiques ou des mécanismes qui sont mis en place, que vous connaissez, avec vos outils à vous. Ces outils, généralement, pour certifier, c'est quoi comme outil? Ce sont des logiciels, c'est quoi? Expliquez de manière un peu en griffe terre à terre pour que le commun des mortels puisse comprendre. On certifie par des audits. Okay. Ce qu'on appelle, c'est des audits de certification. Donc, on vient dans une organisation, on regarde. Donc, quelqu'un, un certificateur tel que moi, se doit de connaître une organisation, qu'elle soit privée, étatique, une organisation de A à Z, tout le cycle de services ou de produits, y compris. Donc, connaître tout sans être non plus spécialisé à l'extrême, parce qu'en interne, il y a des spécialistes, ingénieurs supply chain, ingénieurs logistiques, etc. Donc en fait, nous, on vient par des techniques, des techniques intellectuelles et réglementaires internationales, c'est des codes internationaux qui nous permettent de venir dire, OK, vous avez fabriqué votre produit selon cette méthodologie. Est-ce que c'est la méthodologie commune internationale selon ces exigences-là, X, Y, Z, ISO 9001 comme la qualité? Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire pour vraiment être sûr de fournir des services de qualité? OK? Une administration publique, par exemple, un ministère, comment il va satisfaire la population? Voilà, donc on va venir regarder, c'est comme un contrôle, c'est comme une inspection, donc on appelle ça des audits de conformité pour vérifier qu'au pas à pas, ça apporte quelque chose à un dirigeant, à une autorité, à son personnel, à ses salariés, à la chaîne finale, comme je le disais tantôt. Super. Vous êtes experte dans le domaine de l'hydraulique. Prenons un cas pratique. Vous, en tant qu'experte pour la certification de tout ce qui rentre dans tout ce qui est hydraulique, un cas pratique, qu'est-ce que vous seriez amené à faire, par exemple? Alors, dans un cas comme le secteur de l'hydraulique, il faut savoir qu'il y a une norme qui s'appelle l'ISO 22000, d'accord, qui est adressée à tout ce qui est agroalimentaire et l'eau n'y échappe pas, d'accord. Donc, cette norme, elle a des exigences en 10 chapitres, par exemple, que moi je connais pas par cœur. Je connais par cœur pourquoi? Parce qu'aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous disais que je fais partie du conseil d'administration de l'organisation internationale ISO à Genève, mais encore, je travaille dans des comités pour visiter les normes. On en a plus de 52 000 et les élaborer et les modifier pour que ce soit de plus en plus adapté au monde entier. En Occident. Ouais. Donc, pour revenir à l'hydraulique, donc cette norme qui s'appelle l'ISO 22000, en commençant par l'ISO 9001, bien sûr, parce que j'imagine que des gens qui m'écoutent sont dans le secteur. Voilà. Donc, ISO 22000 pour l'eau, l'agroalimentaire, donc hydraulique, eh bien, venir regarder que, eh bien, les débits sont conformes, que par exemple les barrages qu'on construit pour pouvoir réguler le flux de l'eau, les écoulements, que tout est bien conforme et que tout est aux normes, tout à fait, merci, et que au fil des ans, avec le climat de l'endroit, que tout simplement le barrage ne s'assèche pas. Comment on fait aussi pour que on puisse l'entretenir dans le temps? Tout cela est pris en compte. Donc c'est pas
le peu n'est pas, le plus facile n'est pas d'implanter, par exemple, un barrage ou un système hydraulique ou un forage. Au-delà du contrôle de la qualité de la certification, est-ce que vous faites un travail de prévention, par exemple, dans le cas de l'eau? Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de sécheresse, de pas mal de choses, ça m'a un peu interpellé de me dire, par exemple, il y a des pays où très souvent, on prend le cas peut-être du Burkina, où souvent on va voir qu'au niveau de certains barrages, c'est asséché. Est-ce que vous faites un travail de prévention pour dire, dans tel nombre d'années, on n'aura plus assez d'eau dans cet endroit, voici ce qu'il faille faire? Est-ce que vous avez des solutions idoines dans ce cas d'espèce? Alors oui, des solutions idoines existent, c'est-à-dire qu'en mode prévention, c'est quelque chose, on y va de plus en plus et en fait nos interlocuteurs nous comprennent un concept, que ce soit scientifique ou pas, ça prend du temps pour convaincre en fait. En tant qu'expert, on dit des choses, mais heureusement, de plus en plus, ces recommandations qui viennent d'experts comme nous, de prévention, sont prises en compte. Concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire que sur un bassin versant, on appelle ça un bassin versant, il y a une pluviométrie identifiée en moyenne sur une échelle de 10 ou 15 ou 20 ans, qui est connue. Par exemple, au Burkina Faso, eh bien, c'est connu dans des abacs et tout ça, hydraulique. Donc, on va dire, ok, sur... moi, je sais pas, moi, Yako, là, attention, le barrage, au bout de 3, 5, 6, 7 ans, va commencer à s'achécer, va commencer à avoir des dépôts, va commencer à avoir une faune ou une flore qui va pas arranger, qui va faire en sorte que la qualité de l'eau ne puisse pas être et ne puisse pas permettre d'exploiter ces flux-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut planter tout autour. Il y a des espèces aquatiques et aussi végétales pour vraiment cadrer aux alentours, y compris sous ce qu'on appelle les géotechniques qui sont au fond dans le cas des barrages, pour qu'en sorte on puisse prévenir tout ça, l'assèchement. Et puis aussi il y a l'entretien. D'accord, il y a l'entretien, les pompes, il faut les renouveler, il faut les suivre, ce qui est malheureusement pas le cas la plupart du temps. On s'étonne de se retrouver effectivement dans le délai donné par l'expert au début, en prévention, que ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Voilà. On va aller dans un petit débat un peu généraliste. De plus en plus, on parle de réchauffement climatique. On rabat cela à longueur de journée dans les télévisions, dans les médias. C'est quoi en gros? Pour les personnes lambda qui vont suivre cette interview, c'est quoi le réchauffement climatique et c'est quoi les solutions qui sont apportées? On a vu un peu récemment les assises à Abidjan par rapport au COP21 et tout. Tous ces mécanismes, toutes ces assises qui sont mises en place de sorte à ce que demain les populations puissent vivre dans de meilleures conditions. C'est quoi en fait tout cet écosystème dont on parle tant? Avant de répondre à la question, je tiens à dire rapidement que, puisque je suis une personnalité un peu complexe et diversifiée, récemment, depuis quelques semaines, je travaille en tant qu'en freelance, en tant qu'ambassadrice pour tout ce qui est les fonds verts, en lien avec l'État français, donc l'Élysée, et puis l'ONU. D'accord? Donc le climat, c'est à la fois quelque chose de naturel qui nous arrive aujourd'hui et c'est à la fois quelque chose qui est endogène à le comportement de la société aujourd'hui, qui fait qu'on arrive à ce qu'on appelle, selon des endroits, un réchauffement anormal. Et selon les endroits, eh bien, en rafraîchissement, voire un petit peu en refroidissement, pas dans les normes en fait, d'accord? Donc, au lieu de dire réchauffement, ce serait bien de dire changement climatique. Ok, donc c'est la conception du changement climatique que nous a. Donc, sur l'échelle planétaire, il y a eu des périodes glaciaires. Il y a eu des périodes de réchauffement et là on est dans une période ni de réchauffement, plus de réchauffement quand même en majorité, et de chamboulement climatique dû à nous les hommes. Mais comme je vous dis, c'est pas que nous. Il y a le cycle
universelle selon les airs. Donc il y a une partie naturelle où ultimement on ne peut pas y faire grand-chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les hommes? C'est les sensibiliser. Ça va toucher à tous les niveaux de vie et d'utilisation, et même dans les entreprises. La gestion des déchets, comment on les recycle, on évite de produire ou de consommer plus qu'il n'en faut. Et donc, étant donné que la nature n'est pas quelque chose de saisissable, est-ce que vous pensez que les êtres humains peuvent mettre en place des mécanismes de sorte à freiner, on va dire, un changement quelconque qui pourrait s'opérer dans l'univers quelque part? Freiner, ralentir. Parce en mettant quoi comme solution? En plantant plus d'arbres, par exemple, c'est une solution que tout le monde reconnaît aujourd'hui, dans des sortes d'arbres, d'accord. Ça peut permettre de réguler de façon infime, en évitant d'aller creuser les ressources, trop de ressources. Aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste, mondialisé, de consommation, où on va aller extraire des minéraux qui sont des ressources, et on parle aussi des ressources en eau, pas consommer plus qu'il n'en faut en fait. D'accord? Donc ça peut ralentir, pas freiner, ça peut ralentir, parce que en 2050, où quand on va arriver à l'âge de nos enfants à nous, ou nos petits-enfants, forcément, il va faire plus chaud dans les endroits où il y a le réchauffement climatique aujourd'hui. Mais grâce à ces petites techniques de plantation d'arbres, de réduction de consommation, toutes ces Lorsque vous parlez aspects, par exemple d'exploitation des ressources, on voit dans le domaine gazier, par exemple, aujourd'hui on tend vers le gaz vert, vers le biométhane, je crois, oui, qui est un peu une sorte de gaz un peu récupéré à partir des résidus, à partir des ordures, par exemple. Est-ce que ça, ce sont aussi des solutions qui peuvent, à la longue, aider un peu l'univers à mieux se porter et à faire face au changement climatique? Tout à fait, c'est ce que je vous disais. Mon doctorat était porté là-dessus. Donc, je vous parlais de l'Ixtivia, ça vient des déchets ménagers. Et donc, le biométhane, effectivement, c'est des solutions dites vertes, puisque c'est recyclable. Okay. Après, on a aussi de plus en plus l'hydrogène qui arrive, qui est entre guillemets pas polluant, d'accord. Des voitures qui fonctionnent hydrogène, sont de plus en plus reconnus pour agir sur cet écosystème climatique qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, pour reboucler avec les certifications internationales ISO, nous, en tant qu'experts aujourd'hui, de plus en plus, on ne va pas certifier, en tout cas, on met des garde-fous, d'accord, des avertissements aux organisations. Quand je dis organisation, entreprise ou quoi que ce soit, même à la maison, ça peut être une organisation, ok. Même un individu peut être certifié ISO. Donc, pour que s'ils ne prennent pas en compte les exigences environnementaux et climatiques, ils seront de moins en moins, ils auront de plus en plus de difficultés d'être certifiés ISO. Là, c'est vrai qu'on a fait une digression en s'intéressant un peu aux thématiques qui engagent le monde, mais on va revenir à vous. Vous êtes au conseil d'administration ISO à Genève. C'est quoi votre rôle? Alors, mon rôle, c'est vraiment, c'est-à-dire que je siège avec le président de l'ISO qui, depuis quelques années maintenant, est une personne du continent africain, ce qui permet de faire un Eddy Ejoroke. Okay. D'accord. Eddy Ejoroke. Voilà. Il est de quel pays du Nigeria? Il est kenyan d'origine.
Okay. Donc du coup, il est avec Eddy et les quelques membres, on siège 2 fois par an. Moi, j'habite Lyon, précisément à Bourgoin-Jallieu. Donc 2 fois par an, on se rejoint à Genève pour discuter des normes ou des demandes de modification de normes. Moi, personnellement, je lutte pour que la voix des pays tropicaux, notamment l'Afrique, pas que aujourd'hui, moi je suis une citoyenne bi-citoyenne, pas que je suis contre qui que ce soit ou pour qui que ce soit, pour que ce soit de plus en plus équilibré, que les exigences des normes ISO soient de plus en plus, qui prennent en compte les moyens financiers et technologiques et culturel des pays de l'Afrique. D'accord? Donc c'est essentiellement le rôle que j'ai de conseil, de voir aussi, de recadrer, parce qu'on a des comités techniques dans chaque pays. Par exemple, la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, c'est le Codinorme, et le Burkina Faso, par exemple, c'est l'ABNorme. En Belgique, c'est d'autres. Donc et ici, c'est AFNOR. Donc chaque pays a un comité technique qui va se rassembler beaucoup plus dans l'année que nous, d'accord? Donc on va dire c'est une hiérarchie haute qui va par maillage rediriger les décisions qui se prennent dans les comités techniques des autres nations pour prendre des décisions. Par exemple, l'ISO 9001, la version de 2015, la dernière version c'est 2015, et la version qui arrive 2024, j'ai eu mon mot à dire là-dessus, donc voilà. Bravo. En tant qu'experte en certification, vous avez monté votre entreprise et votre cheval de bataille, justement, c'est l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, quelles sont les missions que vous avez eu à mener? Dans la certification, bien entendu. Dans la certification, eh bien, on a des clients. Il faut savoir que ça fait 10 ans que GD ASM, mon groupe s'appelle GD en groupe parce que voilà, le siège il est à Lyon avec des succursales au Burkina Faso. J'ai vu que vous êtes installé récemment à Abidjan. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc en fait, GD, qu'est-ce qu'on a fait en Afrique? Eh bien, il y a des mairies, bien sûr, mes clients, nos clients. On va pas en parler, on va pas dire les noms aujourd'hui, mais on a des mairies essentiellement qui nous font confiance, où on a signé avec eux. Bien entendu, au départ, ça a été dur. Ça a été dur de les convaincre parce que depuis des décennies, nos concitoyens sur le continent se sont donnés exclusivement aux experts qui sont exclusivement occidentaux, d'accord? Maintenant, la figure de mon groupe, c'est qu'on a le choix. Est-ce que je veux travailler avec des experts occidentaux? On a 500 experts qui sont là, qui travaillent. Et est-ce qu'on veut changer de paradigme en se disant l'Afrique, l'Afrique, hein? Ce qui serait pas déconnant de commencer à penser comme ça. Donc heureusement, il y a quelques-uns qui ont commencé à penser comme ça. Donc on a 2-3 mairies, grandes mairies, notamment en Côte d'Ivoire, qui nous font confiance. Et depuis fin 2022, on a commencé à les certifier vers l'ISO 9001 version 2015. On a aussi des hôpitaux qui nous font confiance, des bureaux d'études, voilà. Essentiellement les premiers marchés. Moi je suis vraiment contente, ça a été un gros combat de convaincre, ce qui n'était pas le cas ici puisque c'était la culture déjà, de convaincre ces premiers clients qui sont des gros comptes qui sont des gros comptes qui vont faire notre référence dans quelques mois. En tout cas, on espère que d'autres clients vont venir de par votre expertise et cette manière d'africaniser en griffe les certifications, avoir un peu cette figure titulaire africaine que vous représentez, qui va aller certifier, qui a les mêmes compétences justement que ceux qui certifient, qui sont certes occidentaux. Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Plus, je n'hésite pas à le dire, voire plus, puisque ces organismes qui certifient sur nos continents, d'abord extrêmement chers.
d'accord, et ensuite parce que l'ISO, dans toutes les normes, a des exigences. Ne dit pas comment il faut faire, dit il faut arriver à avoir ces résultats, mais comment tu le fais? Par exemple, terre à terre. Monsieur Vergès, moi j'ai une exigence dans l'ISO qui me dit mettez votre costume de sorte que les poches soient bien droites, comme ça. Mais je ne vous dis pas si vous devez aller acheter un peigne ou un matériau haut de gamme ou je sais pas quoi pour venir faire en sorte que votre poche soit bien droite. Vous pouvez très bien utiliser votre main. Ce qui compte pour l'ISO, c'est qu'on ait un résultat. Mais comment on le fait? Mais il se trouve que... la méthodologie diffère des uns et des autres, c'est ça? Oui, et c'est moi mon combat aujourd'hui de dire aux États africains, parce que je travaille avec les présidents aussi, faut en tout cas, passez-leur le message. Voilà, de dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas... Il y a des exigences, on reste dans l'expertise, dans la conformité, mais on a le choix de mettre les outils qu'on a dont on a les moyens. Donc arrêtez d'aller mettre des milliards sous prétexte que l'expertise est taguée occidentale. Aujourd'hui, vous avez les deux figures. Alors, bon, c'est petit à petit qu'on change de paradigme, hein, d'accord? Un groupe comme GD, donc c'est pour ça qu'on a donné, comment dire, on a notre statut français, d'accord? Pour fonctionner français, mais on a notre statut purement africain, typiquement en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, eh bien de dire je suis certifié par un organisme ivoirien, un organisme qui est véritablement pas déméritant, qui va être moins cher et qui va être d'autant plus de la même expertise, du même niveau d'expertise, voire plus, lorsqu'on est avec une personne comme moi. Moi, je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'exemples comme ça dans ce domaine-là, qui représente l'Afrique aussi, qui connaît l'Occident et qui contrôle des partenaires ici occidentaux, mais qui viennent chiffrer. Des fois, c'est scandaleux. Donc, le changement de paradigme, je sais, je m'adresse aux dirigeants, je m'adresse au PDG, je m'adresse à tout le monde. Commençons à avoir confiance aux expertises de la diaspora, aux expertises de nos frères et sœurs africains et faisons de plus en plus, sans s'isoler bien évidemment, faisons de plus en plus l'Afrique par l'Afrique. La nouvelle génération, eh bien, elle est vraiment battante, elle est vraiment de qualité, quoi. Et surtout outillée, très dynamique. Très dynamique, très éveillée. En tout cas, je ne dis pas que parler de votre domaine d'activité, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous suis. Et j'espère que le message va passer, que les dirigeants africains, comme vous l'avez dit, vont changer de paradigme, vont chercher en tout cas à recourir aux expertises de la diaspora. Et puis voilà, ce sera tout notre honneur. Lorsque vous vous installez en Côte d'Ivoire, c'est quoi le but? Le but, il est toujours, j'aurais pu très bien rester là et vendre cette expertise sous mon statut entreprise française. Mais le fait de m'implémenter, c'est investir sur le continent en fait. Investir, c'est pourquoi on s'est installé. On va participer au paiement des impôts comme toute entreprise ivoirienne. On va employer d'ailleurs les bureaux de la Côte d'Ivoire vont être ouverts en fonctionnement dès lundi. Tout est décoré et tout ça, on a fait l'annonce hier. Lundi, on va refaire une annonce publique. C'est de participer à l'économie, à l'essor du continent. C'est pour ça que chaque pays a droit à son bureau et sa représentation juridique pour payer les impôts sur le continent
pour employer des nationaux aussi avec nous. Donc aujourd'hui, avec l'ouverture de la succursale en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on a déjà 4 salariés dès le départ. Donc on va agir sur le taux d'employabilité de la Côte d'Ivoire. Ce n'est ni plus ni moins, c'est contribuer à la marche de l'Afrique, quoi. Et déjà, vu que vous avez quelques clients déjà en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une valeur ajoutée de vous rapprocher de ces clients, d'avoir des représentants locaux qui vont être leurs canaux. Quelque part aussi, ce sera aussi une manière pour vous aussi de prospecter de nouveaux marchés. Ah oui, absolument. Donc plus de proximité, évidemment. Qui dit plus de proximité, plus d'agilité. Je sais que les tout premiers clients qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est Dame de Granger qu'on souhaite voir, voilà, l'experte internationale venir nous voir. Mais ce qu'il y a, c'est que je viens lorsqu'il y a des choses stratégiques et je les bichonne de temps en temps, mais je peux pas être là tout le temps, parce que c'est des prestations qui vont se passer entre minimum 6-9 mois, voire 18 mois. D'accord? Et donc, être implanté sur le continent, c'est offrir plus de proximité, plus de relationnel avec nos clients et aussi prendre l'opportunité par les nationaux, bien entendu, de prospecter plus, de gagner plus de marchés, de convaincre, de sensibiliser de cette nouveauté qui arrive sur le continent. Donc voilà, j'ai beau dire que j'ai beau dire, beau sentir, ma fibre, c'est l'Afrique. Mais aujourd'hui, je suis un peu, on va dire, entre deux. Hein, parce que depuis, il faut savoir que moi, mes études, quand j'ai commencé l'école d'ingénieur, c'était toujours avec des Occidentaux. Voilà, c'est un parcours, j'ai été toujours à proximité de ces personnes-là. Donc, qui m'ont fait aussi, mes mentors, c'est des grands chercheurs français. Hein, et j'ai eu aussi des mentors sur le continent. Mais socialement parlant, la culture, je la connais plus que quelqu'un qui est né en France et qui part de temps en temps. Mais je ne la connais pas plus qu'un local. Donc avoir un expert local aussi nous permet, des experts locaux, nous permet aussi par exemple, parler le nouchi, comprendre les détours lorsqu'on fait des négociations, débloquer rapidement, que moi je ne vais pas forcément comprendre toutes les billes tout le temps. Vous avez fait la transition, en tout cas vous restez typiquement africaine. C'est vrai que lors de cette interview, il s'agit de certification. On en a parlé à satiété, c'est clair, et j'espère que le message va passer. Tout à l'heure, vous parliez des chefs d'État. Les chefs d'État africains avec lesquels vous avez eu à apprendre langue, si vous pouvez citer quelques-uns, ce seraient lesquels? Alors je pense que c'est public maintenant, donc il n'y a pas de. J'ai pris langue avec l'ex-président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. J'ai pu prendre langue avec le président, alors à distance pour l'instant avec le président ivoirien. Le président Alassane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara et incessamment sous peu. Je pense qu'on va se rencontrer physiquement, d'accord, au-delà d'avoir pris langue pour aller plus loin aussi, parce qu'en fait, c'est pas que dans le contexte ivoirien, faut savoir que je suis aussi, je suis quelqu'un, je milite beaucoup. Enfin, alors militer, c'est pas prendre son bâton de pèlerin, faire de l'activisme, aller sur le terrain. Et moi, je prône pour un militantisme qui va convaincre les gens plutôt que de diviser. Donc moi, je suis pour tout le monde et pour toutes les sortes de métiers
pourvu que l'Afrique avance. Donc, mon credo, c'est les jeunes entrepreneurs, les jeunes de moins de 26 ans. Donc, en fait, en Côte d'Ivoire, on sait que c'est l'année de la jeunesse, mais l'année va passer vite, ça va pas s'arrêter là. Et moi, j'étais dedans depuis avant. C'est les centres de jeunes qui sont de plus en plus plébiscités. Et bien, voir comment est-ce que on peut marcher ensemble avec les feuilles de route gouvernementales, que ce soit au Burkina ou en Côte d'Ivoire, pour apporter du mentoring, de l'exemplarité, in fine, pour qu'il y ait de la performance au bout de la chaîne. Performance, c'est quoi? C'est-à-dire des jeunes ou des jeunes entrepreneurs, des jeunes professionnels ou des jeunes sans emploi, d'accord? Arriver à ce que ces gens-là sortent transformés dans leur mindset, ok, de telle sorte à apporter du civisme civisme. Donc, quand on n'est pas content, on casse pas, d'accord, on brûle pas le feu, on respecte les règles, ok. Le civisme, et puis le leadership, et puis aussi arriver à leur donner des métiers, les former, les suivre, les accompagner jusqu'à ce qu'ils sortent du chômage et qu'ils commencent à aller travailler, ne serait-ce que être couturière. Les groupements de femmes de la commune de Port-Bouët, par exemple, on va les accompagner. Ça a commencé, j'étais la dernière Vous travaillez fois. déjà avec la mairie de Port-Bouët Avec Dr Mou Sylvestre? C'est ce que vous nous dites là en quelques lignes? Pas vraiment, pas vraiment. Mais en tout cas avec les personnes de la commune de Port-Bouët, notamment les groupements d'associations de femmes, pour qu'elle emboîte plus le chemin de l'industrialisation et pouvoir les certifier pour les valoriser, nos mamans, nos sœurs, voilà. En tout cas, vous avez une expertise longue comme le bras, qui s'étend à plusieurs domaines d'activité. Tout de même, vous avez grandi avec des influences générationnelles, culturelles, tout de même. Ce sont lesquelles? On va terminer par ce petit sujet un peu fun, parce que là, on a été trop dans l'expertise, dans les certifications. Quelles sont les influences générationnelles, culturelles avec lesquelles vous avez grandi? Vous avez tout de même 38 ans. Quand je parle d'influence générationnelle, culturelle, je parle de musique. Enfin, avec aujourd'hui les réseaux sociaux, pas mal de choses. Quelles sont ces influences-là avec lesquelles vous avez grandi? Alors moi, j'ai grandi avec le Zouglou. Voilà, d'accord. Forcément, c'est les années 90. Qui m'a vraiment marqué. Et un de mes artistes préférés, c'était Gore La Montagne. Ah ouais. On a dansé le Bachike à l'époque. Et puis après il y a eu Asalfo qui a fait premier Gaoune Lago Antou, voilà. Puis il y avait les variétés françaises que j'adorais. Il y a aussi Céline Dion que j'adore. Voilà, c'est essentiellement ça. Puis après, rapidement, je me suis rabattue dans les livres, dans la lecture. Aujourd'hui, c'est mon principal loisir, c'est de lire, franchement. On va terminer par un petit cas pratique simple. C'est vrai que c'est pas l'hydraulique, mais si vous deviez certifier, on va dire en griffe, les réseaux sociaux versus bulle de filtre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots? On termine par ça. Alors là, ça c'est la certification des réseaux sociaux. Voilà. Au niveau des bulles de filtre en Côte d'Ivoire, tels que les réseaux sociaux sont gérés par les Ivoiriens, que ce soit à travers les influenceurs, les blogueurs, les comédiens, enfin, tout ce qu'il y a comme écosystème culturel, artistique et autres sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez faire une certification-là? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça sort vraiment hors cadre de la certification. Non, je l'entends bien, c'est pour ça. Je l'entends bien. Là, on n'est plus dans l'ISO, là. On est dans un cadre informel. Informel, voilà, qui pour moi n'est pas cadré, parce que
il en faut aussi de la liberté. Là, vous êtes dans la à certification, c'est pas cadré. Je pense que c'est le premier, voilà, c'est le premier élément que vous venez de, en termes d'audit, c'est le premier élément que vous voyez déjà. D'accord. Donc mettre des règles, je pense pas que qu'on soit prêt à mettre des règles, c'est un monde à part en fait. Les réseaux sociaux, les entrepreneurs comme nous, on y est dessus aussi, d'accord. Par contre, c'est bien cadré parce que nous, on communique pas, voilà, on fait pas ce que les blogueurs ou les influenceurs dans le sens. Non, mais vous êtes dans l'expertise. Voilà. C'est un domaine trop sérieux. Trop sérieux, bon, c'est un domaine différent, on va dire. Voilà, c'est clair. C'est un domaine différent. C'est beaucoup de réflexions, c'est beaucoup de mécanismes, c'est beaucoup d'outils techniques et scientifiques, quelque part. Tout à fait. Donc j'imagine que le process n'est pas pareil que sur les réseaux sociaux, c'est clair. Non, je pense que les réseaux sociaux, il n'y a même pas de process, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment tellement... c'est pas dans le champ d'application, en tout cas, à moins que un jour, il y ait une volonté des États parce que il commence à avoir des dérives, même pénales, au niveau des réseaux sociaux, à moins qu'on en parle à l'ISO ou que des chefs d'État se disent moi c'est bon, ça va me mettre peut-être en bisbille avec mon pays voisin ou voilà, donc là ça va commencer peut-être à se dire faut chercher à mettre des cadres, des règles, écrire une norme pour ça, et du coup chaque personne qui ira sur le réseau social va falloir rentrer dans ces systèmes de management, mais c'est pas encore le cas. Éminence grise africaine, qu'est-ce que je peux dire encore? Vous avez suivi son parcours, vous connaissez un peu son expertise, vous connaissez tout ce qu'elle peut apporter à l'Afrique. Habibata Granger, on a été très honoré de vous recevoir. Merci pour la modestie, la sympathie. Lorsque vous êtes rentré en contact avec nous pour cette interview, je voulais vous dire merci pour cette sympathie. Merci d'apprécier ce qu'on fait et nous donner l'opportunité d'échanger avec vous sur notre plateau. Si un dernier mot pour mettre fin à cette interview, ce serait quoi? Le mot de fin, c'est que je remercie Actu People et toute l'équipe qui donne la voix aux lumières, aux talents, peu importe, à l'Afrique. Et puis je remercie le marché africain du fait qu'ils sont en train d'évoluer dans leur paradigme, et c'est très très bien. C'est accueillir l'expertise, la matière grise africaine qui nous honore. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup Madame Habibata Granger. Merci beaucoup. Plein succès à votre entreprise. Merci. Merci pour la certification aussi d'Actu People. Oui, absolument. C'est vraiment gentil. C'est sous ces sourires croisés qu'on va mettre fin à cette interview. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde. C'est Guillaume Vergès pour Actu People avec à la réalisation Chic Image et Didi Stone. Merci. À très bientôt.